Mathieu, c'est bon? Ouais, on va commencer. Ça marche. Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu Maville, je travaille pour Santé en entreprise. Je suis chargé de projet digital et consultant RGPD. Et aujourd'hui, on va avoir l'occasion de voir un peu comment on maîtrise le règlement sur la protection des données sur Internet à travers ce module qui est donc le troisième module de ce hackathon. Donc, dans ce module, nous verrons déjà les objectifs. C'est de décrire les enjeux des RGPD, après les avoir définis, évidemment, pour que tout le monde sache bien à quoi ça correspond, et voir donc quelles retombées sur l'innovation, et essayer de voir quelles solutions on peut avoir pour être conforme à ce règlement. Ce module va durer 1 heure comme les précédents et on va essayer de se garder quelques minutes vers la fin pour une petite séance de questions-réponses. Voilà. Donc, comment est organisé ce module? Eh bien, en fait, on va avoir d'abord une première partie sur la définition, donc pour répondre aux questions euh, que vous pouvez vous poser par rapport au RGPD. Qu'est-ce que c'est? Qui est concerné? Ensuite, on a une deuxième partie sur la légalité. Donc, en fait, ça va être globalement un peu de droit, mais je vais simplifier parce que il y a du jargon qui peut être un peu compliqué à cerner. Aussi, bah, quelle est l'utilité finalement de ce règlement? Enfin, on va voir une troisième partie sur les enjeux. Déjà, comment les RGPD s'exercent-ils en Afrique? Est-ce que, il y a un règlement sur la protection des données à l'échelle continentale ou est-ce que chaque pays a son propre règlement? Et ensuite, dans une seconde partie, on va se demander quelle est l'utilité par rapport au hackathon One Health, ce qui est légitime puisque vous suivez cette formation aussi pour vous aider dans le cadre du challenge. On va essayer de faire en sorte que les solutions qu'on verra dans la dernière partie puissent vous aider à finalement développer votre projet euh, que vous avez prévu de travailler pour cette compétition et de présenter dans le pitch euh, la semaine prochaine. Alors, merci aux personnes qui sont venues de bien vouloir désactiver leur micro, s'il vous plaît. Alors, la première partie sur les définitions. Qu'est-ce que les RGPD? Alors, le RGPD signifie finalement le règlement général sur la protection des données. En anglais, ça se dit General Data Protection Regulation ou GDPR. Au départ, le RGPD, il encadre le traitement des données dites personnelles au sein de l'Union européenne. Donc, voilà, c'est en fait dès 2018 que un vrai règlement sur la protection des données a été promulgué et on va voir en fait à travers ce module qui s'exerce pas que dans l'Union européenne, il a aussi toute son importance sur les autres continents et notamment le continent africain. Donc, il conviendra d'en voir les détails. Alors, afin de comprendre finalement le jargon que je vais utiliser pendant cette présentation, qui est un jargon un peu juridique, on va devoir décortiquer à travers quelques définitions euh, la présentation. Donc, on va commencer par voir qu'est-ce qu'une donnée personnelle. Eh bien, finalement, une donnée personnelle, ça va être des informations très basiques, hein, comme par exemple le nom, le prénom, le numéro de téléphone ou l'email d'une personne.
Et on a d'autres types de données qu'on dit données sensibles, donc qui se distinguent. Ça va être par exemple des informations liées à la santé, aux croyances religieuses ou à la vie sexuelle des personnes qui utilisent Internet et qui communiquent leurs informations sur des sites Internet, des réseaux sociaux, etc. Le traitement, qu'est-ce que le traitement? Alors, ça va être quelque chose qui va revenir assez souvent. C'est en fait tout simplement la collecte informatique des données à caractère personnel. Des données à caractère personnel qui appartiennent à qui? Eh ben, à des propriétaires de données qui sont en fait des gens comme vous et moi, des personnes physiques qui sont bel et bien identifiées et identifiables et qui sont propriétaires de données, tout simplement. Voilà, donc encore quelques définitions avant de bien pouvoir comprendre. Merci de bien vouloir couper les micros, s'il vous plaît. Alors, euh, ces définitions, c'est tout simplement euh, le Data Protection Officer, donc on appelle aussi le délégué à la protection des données. Ça va être la personne qui sera désignée dans l'entreprise comme une autorité compétente, euh, responsable du traitement des données au sein de l'organisation. Donc, en fait, ça va être la personne qui va garantir le, le respect du règlement sur la protection des données au sein de l'organisation, que ce soit en fait une entreprise ou une association, et on y reviendra. L'accountability, en fait, ça va être tout simplement l'obligation pour les entreprises et autres organisations de mettre en œuvre des procédures et des mécaniques euh, de manière à pouvoir démontrer qu'ils sont bien en conformité, donc qu'ils respectent bel et bien le RGPD. Et ensuite, il y a la privacy by design qui peut être très intéressante pour vous autres, ingénieurs et membres d'équipe pour ce hackathon, puisque en fait, ça va être le fait de prendre en compte le règlement sur la protection des données dès la conception d'un service ou d'un produit. Donc, ça va être une conformisation en amont, ce qui peut vous être très utile, puisque comme vous êtes encore à la phase de développement de vos idées, si vous pouvez vous organiser de manière à intégrer les RGPD dans votre réalisation, eh bien, ça va vous faire gagner des points, je pense, à coup sûr. Qui est concerné par le RGPD? Parce que finalement, si les définitions, ça ne vous parle pas, on va pouvoir juste voir qui ça concerne, qui peut être concerné par le règlement sur la protection des données, qui a des droits, qui a des obligations. Donc, finalement, on a d'abord les personnes morales, donc toute organisation privée ou publique d'ailleurs, qui peut collecter ou traiter des données à caractère personnel pour son propre usage ou pour le compte de tiers, donc par exemple en sous-traitance. Ça va être aussi les fondations, les startups. Ça concerne des petites entreprises jusqu'au GAFA. Donc, personne n'y échappe finalement. Pour qui est-ce que les RGPD sont bénéfiques? Eh ben, en fait, le RGPD, il protège la vie privée des personnes, encore une fois, comme vous et moi, hein, qui sont des internautes, des utilisateurs, afin de garantir nos droits fondamentaux finalement, puisque en tant qu'être humain, on jouit de droits qui sont inaliénables finalement, qu'on ne peut pas nous retirer. Et c'est pour ça que le RGPD vise à lutter contre l'accaparement de nos données personnelles, puisqu'en fait, elles n'appartiennent qu'à nous et qu'on ne peut les récupérer que si on donne notre consentement finalement. Il y a une vraie importance du consentement dans la gestion et la divulgation des données personnelles, puisque ça fait partie de la vie privée de chacun. En revanche, ne sont pas concernés par le RGPD les gens comme vous et moi qui utilisons les données d'autrui
mais pas à des fins finalement pécuniaires, j'ai envie de dire. Si vous utilisez une adresse email, un numéro de téléphone, le nom ou le prénom de quelqu'un pour des activités strictement personnelles et que ça ne nuit pas à la personne à qui vous avez emprunté les données, dans ce cas, vous n'êtes pas concerné par le règlement sur la protection des données. En fait, finalement, il n'y a qu'en cas de piratage ou de chantage, donc de données récupérées de manière non consentie, que vous pouvez être poursuivi. Mais ce ne sera pas par un organe ou une institution qui sanctionne finalement les manquements au RGPD, ce sera par un autre organe, probablement un organe pénal euh, lié à des activités comme le cyberharcèlement. Voilà, dans ce cadre-là, éventuellement, on peut être sanctionné. Mais tant qu'on ne fait pas de choses illicites avec ces données, finalement, on ne risque rien. Et ne sont pas concernés par le règlement général sur la protection des données non plus les autorités compétentes. Donc, tout ce qui va être les autorités de police, de justice ou de défense du territoire, puisque, en fait, dans le cadre, par exemple, des services de renseignement, ils ont accès à toute information pouvant leur servir dans la réalisation de cet objectif, c'est-à-dire la sécurité. Voilà. Pour la justice, ça va être justifié par les enquêtes sur euh, tel ou tel fait, telle ou telle accusation. Et donc, la justice va être tout à fait légitime dans la récupération de données, même si celles-ci sont à caractère personnel ou sensible, puisque il s'agit de réaliser un objectif plus grand et légitime, celui de la justice pénale et civile. Donc, en termes de légalité, c'est là que ça va devenir un peu plus juridique, mais je vais essayer de faire euh, assez simple pour que ça parle à tout le monde. On va aller lentement. Et puis, s'il y a des passages que vous ne comprenez pas sur cette partie-là, on y reviendra à la fin. Vous pourrez poser toutes les questions. Je vous invite, si vous êtes devant vos écrans, à prendre des notes. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, quelle base légale? La base légale, c'est sur quel fondement juridique, finalement, en fait, le règlement général sur la protection des données s'appuie. Hein. Donc, comme vous pouvez le constater avec cette diapositive, il y a plusieurs grands principes. Donc, il y a le principe de licéité. Hein. Donc, en effet, en fait, le traitement doit poursuivre un objectif qui n'est pas illégal. Hein. Il faut qu'il aussi y répondre au consentement de la personne dont on récupère les données. Il y a aussi le principe de finalité déterminée et légitime, puisque ces données doivent être récupérées et collectées dans un objectif qui est déterminé en amont. On ne va pas collecter vos données et puis vous informer de ce qu'on en fait plus tard. Il faut que ce soit fait avant, de manière à ce que vous puissiez consentir ou non au traitement de vos données personnelles. Il y a le principe de pertinence et de minimisation qui n'est pas négligeable, puisqu'en fait, euh, toute entreprise, organisation, que ce soit une association, une fondation, etc., lorsqu'elle est amenée à devoir traiter des données personnelles, elle doit déterminer les données qu'elle va collecter euh, à l'avance, comme on l'a dit précédemment, mais il faut aussi qu'elle minimise finalement le nombre de données nécessaires à accomplir son objectif, puisque on ne va pas récupérer, par exemple, je sais pas, votre numéro d'adhésion à telle ou telle assurance si c'est juste pour vous livrer un colis. Voilà, donc en fait, c'est utiliser uniquement les informations qui vont être strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi. On a un principe qui est aussi très important, c'est celui de la transparence et du respect des droits des personnes. Donc ça, en Ça fait, va, c'est bon, ça va aller. merci de bien vouloir vous muter, s'il vous plaît, Aruna. Euh,
ça va être en fait finalement d'informer les gens, hein, les adhérents, quels sont leurs droits et aussi pourquoi on collecte leurs données. Donc ça, en fait, c'est tout simplement quand vous allez sur un site Internet et que vous avez le pop-up avec la gestion des cookies qui apparaît, euh, c'est ça, finalement. C'est vous savez quels sont vos droits, comment vous pouvez gérer vos préférences par rapport à la collecte de vos données personnelles. Et vous pouvez aussi tout à fait vous y opposer et dans ce cas, ne pas aller sur ce site. Euh, mais c'est pour ça que ça a son importance. La transparence, c'est directement en lien avec le consentement des personnes dont on récupère les données. Il y a le principe de durée de conservation limitée. Donc, en fait, dans tous les cas, peu importe le site sur lequel vous allez, peu importe la charte de confidentialité, normalement, si elle est légitime et légale, euh, à laquelle vous allez agréer, en fait, dans tous les cas, vos données seront conservées de manière, euh, je vais dire, temporelle. En fait, elles doivent être gardées de manière éphémère euh, et elles finissent par expirer à la fin d'un terme, finalement. C'est pour ça que parfois, en fait, quand vous allez sur un site où vous avez fait enregistrer le mot de passe et les identifiants, au bout d'un certain temps, alors ça dépend des sites, hein, ça dépend de la politique de confidentialité, eh bien, on va vous demander de bien vouloir vous reconnecter, et de refournir certaines informations. Et dans le cas contraire, si les données sont collectées et stockées de manière beaucoup trop, je vais dire, longue, hein, si on les garde indéfiniment, eh ben, on peut être sanctionné, mais on y reviendra aux sanctions juste après. Et après, il y a la confidentialité et la sécurité. Évidemment, toutes les données qui sont collectées, elles doivent être vues par le minimum de personnes possible, hein. Il faut vraiment qu'il y ait le moins possible de personnes qui aient accès à ces informations. Et aussi, il faut qu'elles soient sécurisées. On ne va pas mettre toutes ces informations sur une clé USB qui va traîner. Non, il faut que ce soit sur une base de données qui est fiable et qui est safe, en fait, qui est sécurisée. Donc, quels droits découlent des RGPD? Eh ben, en fait, les principes qu'on vient de voir, ils vont de pair, voilà, ils sont associés à des droits qui appartiennent aux personnes propriétaires des données, donc les internautes. Il y a d'abord le droit de consentir ou non, comme on l'a vu, on ne va pas s'attarder là-dessus. Le droit à l'information, donc finalement le fait d'être informé au moment où on atterrit sur le site, au moment où on va consommer la solution quelle va être l'utilisation de nos données. Il y a aussi le droit d'accès, donc c'est le fait de pouvoir à tout moment, même après avoir accepté la charte de confidentialité ou les cookies, accéder aux données qu'on a fournies et qui ont été collectées, dans le but parfois de les supprimer ou de s'y opposer ou de les faire rectifier. Donc ça, c'est les points qu'on voit juste après. Et enfin, le droit à l'oubli, c'est tout simplement le droit de pouvoir, euh, une fois que le terme de de la, une fois qu'en fait tout est arrivé à son terme, euh, le fait de pouvoir oublier les données qui ont été récoltées. Mais quelle utilité pour les RGPD? Alors, finalement, pour être en conformité avec la réglementation des RGPD, les entreprises doivent mettre en place une politique de confidentialité sur leur site web. Alors, il faut qu'elle soit légale et il faut qu'elle soit faite de manière assez rapide. Parce que finalement, si on n'est pas assez rapide, on peut être sanctionné après une, euh, une évaluation d'un organe compétent comme la CNIL, par exemple, en France. Hein, donc, en fait, les sanctions, ça va de 2 à 4% du chiffre d'affaires en termes d'amende, ce qui n'est pas négligeable parce que 4% d'un chiffre d'affaires, ça peut monter au maximum jusqu'à 20 millions d'euros. Ça, c'est l'amende maximum
que Google s'est pris, par exemple, en 2020, pour avoir, justement, on en parlait, conservé des données personnelles de ses utilisateurs trop longtemps. Maintenant, on va voir les enjeux qui sont importants et qui vont vous aider finalement à comprendre mieux pourquoi je vous fais cette présentation sur les RGPD qui sont à la base des règlements européens, euh, comment vous pouvez vous en servir, mais aussi euh, est-ce qu'il y en a des spécifiques en Afrique ou en Outre-mer? Eh bien, on va voir que le RGPD, effectivement, si on doit répondre à cette question, est-ce qu'il s'applique en Afrique? Oui, même si c'est essentiellement une loi européenne, il a un impact non négligeable sur les pays africains, euh, dans la mesure où l'Afrique et l'Europe traitent ensemble, euh, et pas qu'au niveau politique, mais surtout au niveau privé, hein, du secteur privé. Euh, Cependant, il semble que la plupart des pays africains manquent encore de procédés complets et conformes au RGPD, et certains n'ont pas du tout de législation sur la protection des données personnelles. On voit que sur 56 États africains, en fait, il n'y en a que 33 qui ont adopté une loi dédiée à la protection des données et uniquement 18 qui ont euh, mis en place une autorité dans le contrôle de son application. Toutefois, il y a quand même une avancée de la législation relative à la protection des données en Afrique francophone. Même s'il y a un nombre restreint de pays qui, qui semblent plus avancés, on ne va pas les lister, enfin, je l'ai fait dans la diapositive, mais on ne va pas faire la liste des bons élèves et des mauvais élèves. Il y en a qui ont en fait leur propre autorité, membre de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles. Donc c'est l'AFAPDP. Elle a été créée en 2007 et elle joue un rôle important dans la coordination et la promotion des lois et pratiques de protection des données en Afrique francophone. Donc très tôt, en fait, dès 2007, comme on peut le constater, euh, il y a plusieurs pays d'Afrique membres de cette association qui ont été incités à mettre en place des législations autour de la protection des données afin de limiter le nombre de données qui se font accaparer par notamment les États-Unis et la Chine. Euh, Avant ça, l'Europe était aussi dans le même cas, avec une absence de législation qui faisait qu'en fait, on était la cible de, de cet accaparement de données personnelles. Et c'est pourquoi a été mis en place le RGPD. Alors, est-ce qu'il est possible de voir un jour un RGPD africain? Eh bien, si l'Afrique, c'est aujourd'hui l'Eldorado des données personnelles, qui offre un paysage assez favorable aux géants du numérique et au pillage de données personnelles, il y a des experts comme le docteur Mouhamadou Lo qui pensent que plus en plus d'initiatives africaines vont dans le bon sens, mais un RGPD continental africain semble difficilement possible et envisageable. En fait, c'est uniquement parce que les législations sont un peu lentes à mettre en route, mais c'est pas impossible, hein. En fait, cette législation, elle n'est pas stagnante, elle est juste quelque peu lente. Je vais vous lire un petit passage de son étude dans son livre sur la protection des données à caractère personnel en Afrique, parce que c'est un passage qui est, ma foi, très intéressant. Et puis, je vous enverrai, si vous le voulez, euh, une interview de ce professeur qui est, euh, qui est aussi très intéressante à ce sujet. Donc, c'est un professeur sénégalais, président de la Commission de protection des données, donc la CDP.
Selon lui, euh, un RGPD africain permettrait aux Africains d'arrêter d'être de simples consommateurs de technologies créées par d'autres. Et la protection des données personnelles est un impératif de bonne gouvernance, ce qui signifie que, euh, à la manière du RGPD de l'UE qui s'applique de manière extraterritoriale, donc en dehors du territoire européen, euh, il faut peut-être un jour pouvoir créer un RGPD à l'échelle continentale africaine euh, dans le but de pouvoir avancer sur ces questions-ci, ces questions qui sont assez importantes. Il rebondit en disant, en se demandant quelles sociétés africaines sont aujourd'hui capables de répondre à des exigences pareilles, très peu, même si de plus en plus d'initiatives africaines vont dans le bon sens. Euh, un RGPD continental africain semble peu envisageable, mais euh, toujours est possible, on ne va jamais dire jamais, il est toujours possible qu'un jour cela voit le jour, hein. Donc on va passer sur la même question à des solutions qui sont proposées par des groupements de pays. Donc on a par exemple l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA. Sur le site officiel de l'OHADA, d'ailleurs, vous pouvez trouver qu'il y a un compte-rendu qui est très récent de 2020 sur en fait la rediffusion d'un visio-débat sur le thème les pays de l'OHADA à l'ère de la révolution digitale, traitement et protection des données personnelles. Voilà, donc ça date du 23 septembre 2020. C'est très intéressant. Je vous mettrai aussi le lien dans le groupe WhatsApp du Hackathon. Et par ailleurs, on a aussi la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Alors en fait, à ce niveau-là, en fait, il y a un acte additionnel qui est relatif à la protection des données à caractère personnel, qui a été adopté le 16 février 2010 et qui est en fait en cours de révision, donc peut-être pour une application un peu plus stricte. Donc ça, ce sera à voir peut-être dans les mois, voire les années qui suivent. Donc comme vous l'avez constaté, en fait, même si ces avancées sont lentes, les solutions ne sont pas stagnantes. En fait, on en trouve. Il faut juste continuer de s'appuyer du droit pour les mettre en place. Maintenant, vous devez vous demander, mais quel est le lien entre le RGPD et le hackathon? Parce que c'est vrai que c'est une question qui se pose légitimement, hein. Euh, Comment est-ce que vous allez pouvoir vous en servir? Eh bien, à cette question, je répondrai que euh, avec le cadre de ce challenge, votre équipe et vous-même, vous allez nécessairement utiliser des outils numériques. D'ailleurs, certaines solutions proposées par les équipes entrent directement dans le domaine du digital. On a par exemple des applications qui ont été pitchées, on a des sites internet, voilà. Donc, c'est là que les RGPD prennent tout leur sens finalement, puisque le fait de les intégrer à votre solution, ça peut que être du bonus pour vous finalement. Surtout dans un hackathon qui va dans le sens du One Health. Mais ça, on verra juste après. Voilà, dans cette diapositive. Alors pourquoi? Mais finalement, comment on fait pour associer le One Health et le RGPD? Eh bien, tout simplement en se munissant de toutes les connaissances et outils à votre disposition que vous avez accumulés du coup, afin de pouvoir développer votre solution. En fait, finalement, il n'y a pas vraiment besoin d'être juriste pour créer une charte de confidentialité ou un pop-up de gestion des cookies, hein. Sur Internet, c'est assez facile. Il faut juste pouvoir prendre des modèles, en fait. Sinon, je pense que
toutes ces solutions qui vous tendent les bras et que je vais d'abord lister avant de clôturer cette formation, et ben, en fait, si vous leur tendez les bras en retour, vous allez pouvoir vous les approprier. Et à mon sens, euh, l'introduction de ces principes que vous intégrez dans la solution, si vous le faites, et ben, ça vous favorisera dans la compétition, ça c'est presque sûr. En tout cas, pour moi, je pense que les explorateurs partagent cet avis. J'en suis pas sûr, je ne veux pas parler en leur nom, mais c'est très probable que des solutions qui intègrent les RGPD soient, disons, favorisées par le jury. Après, je n'en fais pas partie, hein, rassurez-vous. Toutes les personnes qui vous ont donné des formations tout au long de cette semaine ne feront pas partie non plus des jurys. Et les explorateurs, parmi les jurys, il y aura seulement quelques explorateurs. Donc, vous pourrez d'ailleurs, comme vous l'avez dit à Adama Traoré, vous mettre en lien avec cet explorateur dans le but de vous aider pendant le développement de votre projet. Donc, quelles solutions en fait? Concrètement, maintenant qu'on sait ce que c'est les RGPD, comment on les met en œuvre? Comment on met en conformité un site ou une application? Eh bien, c'est tout simple. On va voir tout de suite comment effectuer une mise en conformité au RGPD. Eh bien, on peut tout simplement soit créer une charte de confidentialité soi-même, donc avec des recherches, avec des compétences qu'on a déjà, hein. Ou alors, on peut solliciter une expertise juridique, donc un avocat pour s'aider. Euh, Il y a des avocats qui sont spécialisés dans ces questions-là autour des RGPD. Et on peut les contacter via des réseaux comme LinkedIn, hein, que je suis sûr que beaucoup d'entre vous maîtrisent, mais aussi en cherchant sur Internet des cabinets spécialisés. Vous pouvez aussi vous appuyer de guides de mise en conformité gratuits proposés par des institutions telles que la CNIL en France, par exemple. Alors, je vous donne celle-ci parce que c'est gratuit, c'est des guides totalement gratuits et ils sont plutôt bien faits. Donc, si il y a des choses encore que vous n'avez pas compris ou des choses que vous voulez appliquer directement en étant guidé, eh bien, voilà les solutions. Et d'ailleurs, une fois de plus, là, je n'ai pas mis le lien, mais c'est parce que je le communiquerai par mail. Donc, surveillez bien vos mails et aussi le groupe WhatsApp du hackathon. Ensuite, on peut se poser la question, une fois conforme, comment on reste conforme sur le long terme au règlement sur la protection des données? Parce que le droit, ça évolue. Donc, si jamais on a mis en 2020 notre site en conformité, mais qu'en 2024, il y a une nouvelle loi, comment on fait? Est-ce qu'on est obligé de tout reprendre à zéro? Est-ce que on a des outils à notre disposition? Eh bien oui, en fait, oui, c'est la deuxième solution. On a des outils à disposition. Euh, et dans ces cas-là, on a trois hypothèses. La première, c'est, comme on l'a dit pour la mise en conformité, ça va être de gérer votre conformité dans le temps par vous-même, voilà, avec les données accumulées, avec les connaissances acquises, que ce soit dans votre recherche, en consultant des juristes ou avec, par exemple, cette formation, hein, qui sait, ça se trouve, ça va en éclairer plus d'un. Et enfin, il y a aussi la possibilité de déléguer, donc ça c'est la troisième hypothèse, hein, j'ai fait les deux premières en une, la possibilité de déléguer le suivi et la gestion de notre conformité à un tiers. Alors un tiers, mais lequel? Eh bien, vous avez par exemple des solutions que je listerai aussi dans les liens que je vais vous communiquer, euh, comme par exemple, je vais prendre l'exemple de Mission RGPD, qui est un site très très bien fait sur lequel en fait des développeurs et des juristes se sont mis d'accord pour créer une solution
qui aident, que ce soit les entreprises, les petites, moyennes et grandes, les associations et les fondations, à mettre en conformité leur site au RGPD pour éviter d'être sanctionnés. Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, l'urgence, finalement, quand on utilise des solutions digitales, c'est de se conformer le plus vite possible pour éviter des sanctions pécuniaires, hein. On n'a pas envie de se prendre une amende de 4% du chiffre d'affaires quand on vient de lancer sa startup. Voilà, même quand on l'a lancé depuis longtemps et qu'on a déjà de l'argent, on ne veut pas qu'il disparaisse. Donc, légitimement, on peut chercher des solutions telles que la gestion de sa conformité dans le temps. Et cette solution particulièrement est importante et bien faite, euh, plus bien faite qu'importante, mais malheureusement, elle est payante, celle-ci. Ça ne va pas être comme les guides de la CNIL qui vous donnent des clés de compréhension. Là, ça va être en fait tout simplement payer quelqu'un qui est expert et qui gère tout ça à votre place. Donc, en conclusion, le RGPD donne une place importante à la protection de la vie privée et c'est pourquoi ces enjeux au sein du digital et de l'innovation résident dans la mise en conformité des outils informatiques tels que les sites Internet et les applications, et ce, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Donc, à ça, je vais ajouter que les données personnelles représentent un enjeu économique et de souveraineté, et leur régulation et leur protection sont au cœur des politiques numériques. Donc, en Europe, on a le RGPD. En Afrique, bientôt, on aura peut-être un RGPD à l'échelle continentale. Mais il ne faut pas oublier que chaque législation évolue aussi au niveau national. Donc, c'est pas impossible que si on ne voit jamais le voile d'un RGPD africain se lever, peut-être qu'on aura un RGPD par pays et ça peut aussi très bien fonctionner. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et maintenant on va ouvrir la session des questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite tout simplement à ouvrir vos micros, vous présenter avant de poser votre question. Et puis, je me ferai un plaisir, comme je l'ai dit, d'y répondre de manière la plus claire possible. Voilà. N'hésitez pas, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas comprises, si jamais il y a des questions pratiques, je vous invite à éclaircir ça avec moi maintenant, comme ça peut-être que ce sera bon pour vous. N'hésitez pas, hein, je vois qu'on est 18 participants. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ismaël, c'est là de la Mauritanie. Donc, j'avais une question par rapport à, peut-être, j'ai pas, c'est moi qui ai loupé. Déjà, merci pour la présentation. C'est super, super intéressant parce que c'est des choses auxquelles, en fait, on pense pas forcément ou on fait à la dernière minute parce que justement, il n'y a pas de, surtout quand on est dans un contexte où il n'y a pas de cadre réglementaire comme les RGPD qu'on peut trouver en Europe. Maintenant, sur le plan concret, est-ce qu'il y a est-ce qu'il faut se tourner vers des cabinets spécifiques ou en fait des consultants pour effectivement, parce que au début, on n'a pas forcément des personnes en fait, qui ont forcément ces compétences-là pour produire, par exemple, tout le cadre réglementaire propre en fait à notre contexte, à notre application, à notre projet. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a, par exemple, un accompagnement qui est prévu ou plutôt vous connaissez la démarche pour suivre? Alors oui, c'est une question très intéressante parce que c'est une question pratique. Et comme je l'ai dit dans la dernière partie avec les solutions, même si elles peuvent sembler faciles d'accès, en fait, elles ne sont pas toujours simples. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Euh, Comment, en fait, on fait pour appliquer, pour se mettre en conformité? Eh bien, plus les données que vous allez collecter vont être restreintes, donc moins il va y en avoir,
plus ça va être facile pour vous de créer votre charte de confidentialité. Il existe une multitude de modèles sur Internet. Il suffit juste de les chercher, de prendre celui qui vous convient finalement. Mais prendre un modèle et le remplir, c'est pas suffisant en fait. Il faut aussi s'assurer que ce modèle répond bien à toutes les exigences que j'ai listées. Donc, dans tous les cas, vu qu'on vous communiquera tous les PowerPoint à la fin des sessions, vous pourrez, si vous avez pas eu le temps de noter tous les grands principes, tous les droits qui découlent du RGPD, en fait, vous pourrez vérifier en cherchant votre modèle de charte de confidentialité que celui-ci répond bien à toutes les exigences, que ce soit des exigences liées aux utilisateurs, mais aussi par rapport à vos obligations en tant que personne qui va traiter et collecter les données euh, vis-à-vis des RGPD, en fait, finalement. Donc, moins vous utilisez de données personnelles, plus ça va être facile. Après, si vous en utilisez beaucoup, c'est là que ça va être plus compliqué et pas plus compliqué, mais peut-être un peu plus long de mettre en conformité votre site ou votre application liée à votre projet, puisque finalement, il faudra justifier juridiquement quel usage vous en faites, combien de temps vous le gardez, et puis sans oublier de faire preuve de transparence vis-à-vis des gens qui vont utiliser votre solution, comme je vous l'ai dit, en les informant de leurs droits et en les informant de pouvoir consentir ou non de l'usage qui va en être fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. Moi, ce que je recommanderais pour finalement mettre en place une charte de confidentialité avec la gestion des cookies, etc. En fait, c'est juste de chercher tout bêtement sur Internet. Mais en tant qu'équipe, peut-être que vous pouvez vous mettre d'accord, parce que s'il y a une seule personne qui s'en occupe, euh, ça peut être plus sujet à faire des erreurs ou à pas convenir à tout le monde. Donc, peut-être le faire conjointement de manière à ce que en fait, vous puissiez évoluer sur un chantier de mise en conformité avec toutes les informations qu'il faut et prérequis qu'il faut finalement communiquer. Et puis, non, c'est jamais très long, hein, vous savez, ça prend pas un an à faire. Ça prend, si on s'y prend assez tôt, parfois une semaine. Si on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a un emploi du temps chargé, ça peut prendre un mois. Vous voyez? Donc finalement, tout dépend de comment vous allez faire vos recherches, avec qui et comment vous allez vous réussir à vous mettre d'accord en fait. Après, tout ça, ça va couler, ça va aller vite. J'espère que j'ai répondu à votre question, Ismaël. Si jamais j'ai pas été clair, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon, c'est très clair. Merci. Allez, parfait. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Il nous reste encore quelques minutes, environ une dizaine de minutes. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ceux qui ont déjà posé des questions, hein, Ismaël, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi les poser. Il n'y a pas de souci. Ouais, peut-être pas une question. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation très claire. Même pour avoir travaillé beaucoup ce sujet, j'ai appris encore pas mal de choses. Donc vraiment merci. Peut-être juste pour vous partager en une minute, nous, notre expérience. Donc déjà, aborder le point de où est localisée votre société. Nous, on est une société française avec des filiales en Afrique, hein. Donc, si vous êtes une société française, vous devez vous conformer au RGPD. C'est une obligation, même si l'ensemble des données que vous collectez sont dans des pays africains. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les démarches. Effectivement, nous, on a utilisé les outils de la CNIL en ligne, notamment pour faire notre AIPD.
et on l'a fait reviewer par un avocat. Donc, ça a été assez rapide parce qu'un avocat, ça peut coûter assez cher. Donc, vous pouvez faire une grosse partie, on va dire, vous-même. Ça vous oblige à vous mettre effectivement dans la position voilà, bah, toutes les questions qu'on doit se poser pour la sécurité des données. C'est vraiment, c'est un super chouette guide, on va dire, le guide de la CNIL pour faire ça. Donc, c'est pas seulement rédiger un document, c'est aussi même voilà, se poser toutes les bonnes questions pour faire ce processus de mise en conformité. Et ensuite, effectivement, dans les pays, nous on est en Côte d'Ivoire, il y a des démarches aussi à faire, même si le fait d'avoir fait les démarches en Europe facilite un peu les choses, ben, on doit voilà, se déclarer au niveau de l'autorité compétente, faire un dépôt de dossier. Et donc ça, c'est aussi, ben, en Côte d'Ivoire, c'est la RTCI qui gère ça. Voilà, c'était pour partager un peu cette expérience pratique. Pour la partie cookie, quatrième point, il y a bon, je pense que vous savez tout ça, mais il y a des bons plugins sur les différents outils, que ce soit WordPress ou sur certains outils qui vous permettent de vous mettre en conformité sans trop vous poser de questions sur sur la partie cookie, hein. Donc, ça, j'avoue que nous, on est allé au plus simple avec certains plugins qui sont très bien faits. Voilà, c'est pour vous partager notre expérience pratico-pratique, voilà, de ce long Bien. chemin qui est la mise en conformité. Merci beaucoup. C'est très intéressant, en effet, aussi d'avoir des expériences, hein, parmi vous, de gens qui se sont mis en conformité. Là, merci d'ailleurs, Romain, pour votre intervention. Et je vous invite, si ça ne vous dérange pas, à communiquer aussi sur le groupe du hackathon, parce que la parole est ouverte, hein, à tous les membres sur le groupe, pour pouvoir voilà, vous partager des choses à ce sujet. Là, vous avez partagé votre expérience avec nous et je vous en remercie. Si vous avez par exemple le lien de ce plugin de cookie, voilà, je vous invite, si ça ne vous dérange pas, à le communiquer pour faciliter aussi l'accès à ces informations aux autres. Après, libre à vous de les garder, hein, il y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas, merci pour votre partage de cette expérience. Et là, pense que je vais pouvoir accepter une dernière question, qui nous reste encore 8 minutes. Donc, questions ou interventions d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Bon, alors du coup, si... Oui, j'avais juste un point que j'ai oublié, et je pense que c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas insisté assez selon moi, parce que c'est vraiment un des aspects qui est critique, c'est l'hébergement des données. En France notamment, on a ce qui s'appelle un hébergement HDS. Et donc, pour les données de santé, on est obligé d'héberger ces données sur des serveurs qui sont agréés HDS, hébergement de données de santé. C'est une spécificité française, mais c'est quelque chose qui est aussi important pour les autres autorités de régulation pour en avoir parlé. Et donc, si vous avez la possibilité, donc si vous hébergez sur le cloud, évidemment, de choisir des serveurs qui sont HDS, ça facilite ensuite la discussion avec les autorités des données personnelles voilà, dans les différents pays africains, parce que c'est vraiment une référence quand même encore. La régulation française pour tout ce qui est protection des données pour certains pays, notamment d'Afrique de l'Ouest. Voilà. C'est vrai, vous avez raison. Je ne me suis pas étendu sur la question de l'hébergement et du stockage des données, parce qu'en fait, je pense qu'il était d'abord, avant qu'on passe à l'aspect technique, il était d'abord important finalement de voir aspect par aspect les grands principes. Maintenant, c'est vrai, vous avez raison sur l'hébergement en ce qui concerne les entreprises, associations qui collectent des données liées à la santé des utilisateurs. Eh bien, il y a une exigence supplémentaire finalement, celle de l'hébergement HDS, vous avez raison. Et ça, c'est un aspect technique qui se retrouve aussi bien dans le guide de la CNIL, si je ne me trompe pas. Alors, pas celui sur les associations,
C'est un guide spécifique que vous pourrez trouver en cliquant sur le lien que je vais communiquer tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi finalement avoir accès à ces informations-là et à ces solutions-là via le, comment ça s'appelle? La solution dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les cabinets juridiques comme la mission RGPD qui s'occupent en ligne finalement de vous aider à mettre en conformité et à gérer votre conformité. Donc, merci Romain encore une fois pour cette intervention qui est, ma foi, très pertinente. Et sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer la session. Bon, alors, si jamais, euh, je voulais juste vous rappeler que la session qui devait avoir lieu aujourd'hui de 15 heures à 16 heures, juste après ma présentation, n'aura pas lieu, hein, comme l'a dit Adama Sitraoré ce matin, enfin, et tout à l'heure au début de cette présentation. Euh, Surtout, n'oubliez pas qu'elle est décalée à samedi de 11 heures à midi. Voilà. Donc, toutes les informations seront reléguées directement sur le groupe WhatsApp et sur le site du hackathon. On va mettre à jour l'information qui avait été précédemment communiquée. Merci beaucoup et merci pour votre écoute et votre présence. Et puis, je vous souhaite bon courage pour le hackathon, pour la suite de votre développement de projet et bonne chance à toutes les équipes. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Ça va.